pour ceux qui sont déjà venus, est un programme ADAPT, soutenu par le Fonds social européen. Notre thème cet après-midi est consacré aux besoins de formation aux nouveaux métiers du multimédia et de l'audiovisuel. Nous sommes en visioconférence avec Bordeaux, avec l'association Aquitaine Multimédia, que vous voyez à l'écran, et également avec le Greta du Velay. Et nous avons des représentants du Greta du Velay ici dans la salle. Nous aurons également Jacques Perrandé d'Aquitaine Multimédia tout à l'heure, qui va se joindre à nous pour être présent et défendre un petit peu le point de vue d'Aquitaine Multimédia. Donc, l'université ouverte a pour objectif de montrer l'évolution de la formation professionnelle en France grâce aux nouvelles technologies. Et nous avons aujourd'hui trouvé intéressant de trouver un secteur qui est celui des nouveaux médias, des nouvelles technologies, et de voir quels étaient leurs besoins en formation et comment l'appareil de formation, et notamment dans la région de Bordeaux, s'est adapté pour remplir ces besoins. Et d'autre part, nous aurons donc le témoignage du Greta du Velay qui va nous montrer que, étant donné qu'ils faisaient déjà des formations pour l'audiovisuel, avec un BTS audiovisuel, ils ont voulu savoir comment il fallait adapter les formations existantes à la nouvelle donne. Ils ont donc fait une étude et ils vont nous présenter l'étude et après nous montrer comment la formation va être modifiée pour prendre en compte les résultats de l'étude. Pour ceux d'entre vous qui connaissent l'université ouverte, vous connaissez la règle du jeu, c'est d'intervenir de la salle comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. Quand vous avez une question, vous levez la main. Puisque nous sommes en visioconférence, il faut respecter un petit peu la règle de la visio, c'est-à-dire ne pas trop bouger. Et quand vous prenez la parole, il faudrait qu'on puisse vous capter par un des caméras, là et ici, derrière moi. Donc, on vous donnera la parole et si même vous pouvez vous lever pour que vous puissiez être détaché de la foule pour être plus visible à distance, c'est préférable. Donc, je vais demander tout de suite à M. Lumeau d'Aquitaine Multimédia de prendre la parole pour présenter ses invités et après on fera connaissance avec les personnes du Greta du Velay qui sont ici. Donc, si M. Lumeau pourrait nous présenter les objectifs et la raison d'être d'Aquitaine Multimédia, et après on reviendra ici avant d'entendre la personne du conseil régional. À vous, M. Lumeau. Alors, tout d'abord, bonjour, bonjour à Paris et bonjour au Velay, bonjour aux gens du Greta du Velay et à la FON. Régie, il faut augmenter le son, s'il vous plaît. Aquitaine Multimédia est donc une organisation professionnelle spécialisée dans les secteurs des NTIC et donc de l'audiovisuel et du multimédia. S'il vous plaît, Monsieur Lumeau, vous pouvez parler plus près du micro, nous vous entendons à peine. Est-ce que là, vous nous entendez mieux? Tout à fait, c'est mieux. Je vais donc vous présenter mes voisins qui sont Philippe Courdil et Marie-Luce Super. Alors je commence par Marie-Luce Super qui est la directrice de la société Eurige à Bordeaux et qui assure au sein de sa société des prestations dans le domaine de l'Internet, prestations de services, en particulier hébergement. Il nous en dira un tout petit peu plus pour se présenter. Donc Marie-Luce Super, si vous voulez présenter votre société. Oui, Eurige intervient essentiellement dans tout ce qui est création et conception de sites web avec un hébergement. Plus fort, s'il vous plaît, nous ne vous entendons pas. Alors, je vais approcher le micro. Est-ce que vous m'entendez mieux ainsi? Tout à fait, c'est bien, merci. Voilà. Donc, je vous disais que Eurige intervient essentiellement dans tout ce qui était création, conception et animation de sites web, donc de sites qu'on met sur le réseau Internet, avec une partie de la société, toute la partie création qui est ici à Bordeaux et toute la partie hébergement qui est à Washington, aux États-Unis. Je vous passe ensuite Philippe Courdil, qui est donc le responsable du recrutement ou le DRH de la société Callisto Entertainment à Bordeaux.
il va vous en dire un tout petit peu plus. Bonjour, tout d'abord. Donc, je suis graphiste à Callisto et je suis en même temps, je suis responsable du recrutement à Callisto. Callisto est une société de jeux vidéo qui est basée à Bordeaux et qui fait essentiellement des jeux vidéo sur différentes plateformes comme le PC et PlayStation, toutes les consoles. Viendront ensuite se joindre à nous Monsieur Michel Ferriot, qui est conseiller régional et président d'un centre de formation qui s'appelle l'INSUP. Il nous en dira un petit peu plus tout à l'heure, il est un petit peu en retard. Et également Thierry Pasquet, qui est responsable d'un centre de formation du CESI Aquitaine Poitou-Charentes et qui a développé particulièrement en région Aquitaine des formations pour le multimédia. Je vais vous présenter en quelques mots Aquitaine Multimédia. Aquitaine Multimédia est une organisation professionnelle sous forme associative qui regroupe environ 120 entreprises sur les 5 départements de l'Aquitaine, dont le plus important et le plus connu probablement est celui de la Gironde avec la ville de Bordeaux, et d'autres départements comme les Pyrénées-Atlantiques, la Dordogne, le Lot-et-Garonne et les Landes et des villes connues également comme Pau, Bayonne, Biarritz. Périgueux, etc. Et nous avons ici sur 120 entreprises environ 4000 emplois répartis sur ces 120 entreprises avec des entreprises de toute taille, des entreprises dans le multimédia comme Callisto qui atteignent maintenant les 200 personnes et puis des entreprises comme celle de Marie-Luce Super, et c'est pour ça que la comparaison est intéressante, qui sont des entreprises de moins de 10 personnes. Ces entreprises ont évidemment toutes des besoins de recrutement parce que la progression est extrêmement rapide, surtout dans une région où au total on comptabilise environ 6000 emplois dans le secteur du multimédia et de l'audiovisuel, ce qui est quand même très important. Elles ont énormément de besoins de recrutement, besoins différents selon qu'il s'agisse d'une entreprise comme Callisto, qui est en permanence en recrutement d'une trentaine de personnes, ou plus souple, mais qui en contrepartie a la notoriété et qui lui permet assez facilement sans doute de recevoir beaucoup de candidatures. Il nous dira si les candidatures leur conviennent et si elles sont à la hauteur. Et des petites sociétés qui, elles, vont avoir plus de difficultés probablement, compte tenu de leur notoriété plus faible, à recueillir des propositions, des candidatures. Donc je vais, si vous le voulez bien, je crois que chacun doit expliquer un petit peu son besoin. Je vais passer la parole, eh bien, écoutez, à Callisto cette fois-ci. Attendez, avant de passer la parole aux différentes entreprises, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez formé Aquitaine Multimédia? Quels sont les objectifs et depuis quand? Alors, Aquitaine Multimédia, qui a été fondée en juin 1995 par 60 chefs d'entreprise à l'époque, a été fondée dans un objectif très simple qui était de regrouper les entreprises pour qu'elles essaient de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à leur développement, quel que soit en fait le sujet. Donc ça nous a amené à travailler évidemment sur tous les problèmes que peuvent se poser les chefs d'entreprise dans le secteur, leur développement commercial, ainsi que les problèmes humains, les problèmes de recrutement. Ça nous a amené à mettre en place par exemple un système sur le web de recueil de candidatures, par des missions sur le commercial pour aider les entreprises, les jeunes entreprises à se développer au niveau national ou international, à faire du lobby auprès des collectivités publiques, et dans ce sens nous avons été particulièrement aidés depuis 1995 par le Conseil régional qui a soutenu un très grand nombre de nos actions. Ensuite, nous menons des actions, en fait, au fur et à mesure des désirs des entreprises. Tel type d'entreprise pense qu'elle a besoin de bureaux à Paris à des prix intéressants, donc nous mettons en place des bureaux collectifs à Tour-Montparnasse pour une dizaine d'entreprises. Donc en fait, les entreprises s'assument et vont faire appel au pouvoir public lorsqu'elles ont besoin de fonds publics pour réaliser ceci ou cela. Elles essaient d'influer auprès des organismes de formation sur la nécessité de faire évoluer leur formation. Vous parliez tout à l'heure d'audiovisuel. Nous avons un BTS audiovisuel, de technicien audiovisuel à Bayonne qui s'appelle le lycée René Cassin et qui forme d'excellents techniciens audiovisuels. On a cherché à leur faire donner une formation
sur les domaines multimédia, de manière à ce que ces gens-là soient plus compétitifs. Ce que le lycée René Cassin mettra en œuvre dès le mois de septembre. Dans d'autres cas, avec le CESI qui vient d'arriver, je vais vous présenter Thierry Pasquet, on a élaboré des programmes de formation en alternance de chefs de projet multimédia. Je crois qu'on en est maintenant, va sortir bientôt, ou va rentrer la troisième, ou la deuxième ou la troisième, il va rentrer la troisième, comment appelle-t-on ça, troisième session, troisième... Promotion. Troisième promotion, voilà. Je vous présente donc Thierry Pasquet, responsable au CESI Aquitaine, Poitou, Charente, et je vous passe la parole. Pour présenter le CESI, donc. Oui, merci. Simplement donc pour dire effectivement, comme vient de dire M. Loumeau, que nous faisons une formation de chef de projet multimédia depuis maintenant 2 ans. On va rentrer donc la 3e promotion au mois d'avril prochain. Alors cette formation, elle a pour objectif de former des chefs de projet multimédia pour les entreprises. Donc lorsque nous avons créé ce projet, on s'est bien sûr rapproché d'Aquitaine Multimédia et des entreprises qui font partie, entre autres des entreprises qui font partie du groupe Aquitaine Multimédia. Et ce qui nous a permis de déterminer un profil, ou des profils plus exactement, de chefs de projet multimédia. Et à partir de là, nous avons conçu une formation qui se passe sur 6 mois au CESI et 3 mois en entreprise. Alors formation aussi en entreprise parce que le fait d'avoir des stagiaires dans les entreprises contribue à les former aux méthodes spécifiques de conduite de projet de ces entreprises-là. Merci beaucoup. Nous sommes tout à fait impressionnés par l'envergure du secteur dans la région Aquitaine. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à Aquitaine Multimédia d'emblée concernant le développement de cette structure dont les objectifs sont le développement des entreprises, la formation et l'information par rapport au pouvoir public? Une première question de la salle. Madame, présentez-vous. Bonjour, Elisabeth Provost, Réseau Plus, pôle universitaire Léonard de Vinci, à la Défense. J'aurais souhaité savoir si votre organisation a créé un groupement d'employeurs pour pouvoir partager donc les compétences des différentes personnes qui peuvent intervenir dans vos entreprises. Alors je vais vous répondre bien oui. Oui et pas tout à fait. Il y a depuis le début d'Aquitaine Multimédia, nous avions identifié effectivement la nécessité de partage, en particulier de cadres structurants dans les entreprises. Pour répondre à ce besoin-là et pour des petites entreprises, nous avons donc négocié avec l'ADRIR Aquitaine, la direction régionale de l'industrie, que les entreprises Aquitaine Multimédia puissent bénéficier des aides à l'embauche de cadres structurants. Et pour qu'elles puissent en bénéficier, et aussi avec des gens à temps partiel, nous avons décidé de passer par un groupement d'employeurs. Mais au lieu d'en constituer un spécifique, puisque nous ne sommes pas des fanatiques de la fabrication d'organisations spécifiques quand elles existent déjà, nous avons fait appel à un groupement d'employeurs qui avait été constitué par la Chambre de commerce de Bordeaux, qui s'appelle le GK. Et c'est donc le GK qui gère en fait ces cadres entrants partagés qui sont également aidés par l'ADRIR à hauteur environ de 40% du salaire chargé pendant la première année. Merci. Nous reviendrons donc vers Bordeaux dans un instant. Maintenant, je vais demander à M. Cortial de présenter le Greta du Velay et on va rencontrer vos partenaires qui sont ici dans la salle. Oui, d'accord. Donc, le Greta du Velay organise des formations audiovisuelles qui sont structurées à partir du BTS audiovisuel auquel on faisait allusion tout à l'heure. Mais pour présenter le Greta du Velay, avant de parler de ces formations, je préférais peut-être que ce soit Louis Giorsetti qui, en quelques mots, nous dise ce qu'est un Greta, peut-être, et ce qu'est le Greta du Velay en particulier. Oui. Bonjour, je suis Louis Giorsetti, je suis conseiller en formation continue au Greta du Velay. Je ne sais pas si je dois donner une définition du Greta, mais enfin un Greta, il y en a 300 en France, c'est ce qui s'occupe dans l'éducation nationale de la formation d'adultes. Alors pourquoi le Greta du Velay a développé un secteur audiovisuel?
Pour une raison bien simple, c'est que la personne qui parlait avant moi, Cortial, est venue un jour en 80 au Greta et m'a dit « Je sais faire l'audiovisuel, je m'occupe de cinéma et j'aimerais qu'on se lance dans la formation audiovisuelle ». Voilà comment c'est parti en 80. Alors, il y a d'abord un premier défi, c'est de faire vivre une section audiovisuelle dans les monts d'Auvergne. Pour l'instant, ça va, merci. Le second problème, c'est les liens que nous devons lier avec les entreprises, avec les employeurs, à partir de notre situation géographique et à partir, j'allais dire, de notre connaissance et des gens qui nous connaissent. On y arrive doucement, ça a été très long, on a commencé à 82, je l'ai dit, nous sommes en 98. On s'est interrogé sur la qualité des formations que nous faisions, sur les contenus de formation. Nous avons pendant longtemps demandé à notre ministère de créer les BTS, brevets techniciens supérieurs. Nous avons ici eu, j'allais dire, toutes les lourdeurs de notre structure. Je me souviens qu'en 86, nous avions fait la première télévision locale hertzienne pour montrer que nos stagiaires étaient capables de mener à bien un projet audiovisuel. Imaginez-vous à l'époque, la CNCL voyant arriver sur son bureau une demande d'autorisation d'émettre venant d'un Greta d'Auvergne. Il y a eu des gags, Enfin, toujours est-il que nous avons avancé dans notre réflexion pédagogique, dans notre connaissance des métiers, dans surtout la connaissance des employeurs et des jeunes, parce que je reçois à peu près 500 coups de téléphone par an de jeunes qui cherchent à rentrer dans l'audiovisuel. Alors mon premier travail, c'est d'abord de leur dire « Attention où vous allez, c'est un drôle de milieu ». Je le dis, si vous voulez, sans aucune acrimonie, mais c'est un drôle de milieu. C'est le premier point. Et ensuite, je leur dis, bon, ben, si vous voulez rentrer dans l'audiovisuel, votre premier travail, c'est de trouver un employeur à travers ce qu'on appelle les contrats de qualification. Et c'est la seule épreuve que l'on impose aux jeunes, mais elle est énorme, parce que autant les entreprises audiovisuelles ont l'habitude de travailler avec des personnels intermittents, silence, autant elles ont peu l'habitude de travailler avec des permanents. Ce qui fait que la recherche d'un contrat de qualification pour des jeunes dans l'audiovisuel est énorme. Est un travail énorme et vaut toute sélection. Mais doucement, dès le début des années 90, et j'avais à l'époque visité le centre de recherche de l'INA sur l'image de synthèse, dès ce moment-là commençait à se profiler le mariage entre l'informatique et l'audiovisuel, l'image, le son, et le 1 et le 0. Dès ce moment-là, on a commencé à réfléchir. C'était les premiers, si vous voulez, habillages. Je me souviens, les premiers monteurs qui faisaient des bandes titres qui défilaient, des images ou autres, ont commencé à s'interroger là-dessus. Cette interrogation est devenue de plus en plus pressante parce qu'il y avait le besoin est devenu énorme. Puis est arrivé les réseaux, sont arrivés des problèmes de télécommunication, et maintenant, je pense que c'est peut-être un petit peu tard, mais il faut quand même poser un petit peu le barda, comme on dit chez nous, réfléchir sur qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous voulons faire apprendre aux jeunes, quel contenu, comment faire des gens qui soient d'un côté opérationnels, mais de l'autre qu'ils aient une vue large de l'évolution des techniques pour qu'ils puissent évoluer avec ces techniques qui vont aller de plus en plus vite. Voilà, si vous voulez, comment se situe la réflexion au niveau pédagogique du Greta. Un autre point qui est important, c'est le problème de la distance, car nous sommes loin. Alors, il se situe au niveau de notre propre organisation pédagogique. Comment accueillir des jeunes qui viennent de Brest, de Strasbourg, de Bordeaux? Nous en avons en ce moment 2 en contrat de qualification de la région bordelaise. Comment les accueillir de façon à ce qu'ils soient, l'alternance soit respectée, l'employeur s'y retrouve, le jeune s'y retrouve, et qu'à la fin, la formation soit couronnée par l'examen. Nous avons mis en place un système de modules. Nous voulons, à travers le programme ADAPT que nous avions demandé, aller plus loin avec un système d'entrée et de sortie permanente. Et alors, la cerise sur le gâteau, est-ce que nous pourrons mettre tout ou partie de la formation sur Internet? Alors, excusez-moi, je vais dire l'utilisation des nouvelles technologies pour l'enseignement des nouvelles technologies. C'est les 2 volets le défi que nous avons relevé dans les 2 ans que va durer le programme ADAPT pour nous, que va encore durer. Voilà à peu près, si vous voulez, notre réflexion au niveau des contenus et au niveau de la méthode d'enseignement, à peu près où on en est. Excusez-moi, j'ai été long, mais tout le monde vous le dit, enfin ceux qui me connaissent le savent. Merci, M. Giorzetti. Nous avons également dans la salle M. Marot,
et Monsieur Lévesque, qui ont été en quelque sorte les concepteurs et les metteurs en œuvre de l'étude que vous avez menée. On en parlera dans un instant. Je voudrais à nouveau donner la parole à Bordeaux. Vous avez donc parlé de la formation comme étant un de vos objectifs. Quels sont les constats de manque de personnel formé que vous avez fait dans votre région? Comment vous vous êtes aperçu de ces besoins? Et après, on verra comment vous êtes arrivé à les pallier. Alors, en ce qui concerne, je vais vous reprendre notre, si vous le permettez, Madame O'Farrell. Je vous en prie. La formation n'est pas notre objectif. Ceci, c'est l'objectif du GRETA, par exemple. La formation, pour nous, est un moyen. C'est un moyen pour nos entreprises, bien évidemment, de réussir parce que ce sont des entreprises qui sont basées d'abord sur les compétences humaines. Donc, par définition, ça n'est pas un objectif. En revanche, je reprendrai sur le commentaire de tout à l'heure une petite chose. En matière d'audiovisuel, bien évidemment, on a affaire à des entreprises habituées à des intermittents. L'intermittence présente un grand nombre de qualités, en particulier celle de faciliter l'auto-formation des personnels. Dans le domaine du multimédia, il ne serait pas invraisemblable qu'il se crée un vrai, si c'était légalement possible d'ailleurs, et ça ne l'est pas, qu'il se crée un besoin d'intermittents. En effet, aujourd'hui, et là je crois que mon voisin va nous en dire plus, l'auto-formation est absolument essentielle puisque les techniques vont beaucoup plus vite que ne peuvent aller les formations. Donc nos personnels sont obligés de se former eux-mêmes aux nouvelles techniques qui arrivent avant même que les programmes de formation soient mis en place. Un programme de formation met souvent beaucoup trop longtemps à se mettre en place. Les métiers sont tout nouveaux, ils ne sont d'ailleurs pas identifiés. Et pour répondre à la question, quels sont les personnels dont on a besoin? Là, je préfère laisser la parole aux entreprises. Ils en savent plus que moi. Avant de poursuivre, est-ce que vous pouvez juste définir pour nous les métiers? Et on demandera à M. Corsial de définir les métiers de l'audiovisuel pour que tout le monde soit clair sur la différence entre le secteur multimédia et le secteur audiovisuel. Vous me posez là une question bien difficile. C'est pour ça qu'on trouve utile d'avoir la réponse. Vous me posez une question fort difficile car si les métiers de l'audiovisuel sont tous très clairement identifiés, ceux du multimédia ne le sont pas encore. En revanche, ils sont probablement assez proches, c'est-à-dire que dans un jeu CD-ROM, le scénariste, c'est probablement quelqu'un qui sera issu de l'audiovisuel. Dans le graphiste, lui, sera issu d'un monde qui est celui de la communication ou celui des beaux-arts d'ailleurs. L'informaticien sera issu du monde informatique et c'est vrai qu'on fait appel à énormément d'informaticiens, mais les grands métiers du multimédia sont ceux sur lesquels on manque en fait le plus de compétences, sont les métiers de l'informatique, les développeurs, en particulier les développeurs Java, des choses comme ça, les infographistes de haut niveau. Aujourd'hui, pour fabriquer de l'image animée, il faut un infographiste de haut niveau. Ensuite, les autres métiers sont des métiers assez standards. Ce sont les métiers de la gestion, du commercial, mais où il faut que les gens soient initiés aux nouvelles technologies de communication. Et donc, ce sont tout le temps des jeunes, puisque ce sont d'abord les jeunes qui sont passionnés par ces métiers-là et qui ont appris tout seuls. Et donc, par définition, assez inexpérimentés, ce qui est sans doute un handicap, à la fois pour leur recrutement et puis pour les entreprises. Merci. Monsieur Corsial, maintenant, la même réponse, mais pour l'audiovisuel? Oui, c'est vrai que dans l'audiovisuel, les métiers sont beaucoup mieux identifiés, encore qu'ils sont en train d'évoluer également. Au GRETA du Velay, on a 5 domaines dans lesquels on propose des formations. Ce sont les métiers de l'image, du son, du montage, de l'exploitation et de l'administration de production. Il y a un certain nombre de métiers sur lesquels on ne propose pas de formation. C'est tous les métiers qui tournent autour de la réalisation. Pour l'instant, on aborde les métiers liés à l'infographie.
il y a un lien relativement direct avec le montage, mais ça ne fait pas partie intégrante des métiers qui sont définis par le champ du BTS audiovisuel. Je dirais peut-être quelques mots sur les formations audiovisuelles du GRETA. Louis a parlé plus de... On reviendra sur les formations, d'accord. Donc, par rapport aux métiers, donc il y a tous les métiers qui tournent autour de l'image, cadreur, chef opérateur, image. Les métiers qui tournent autour du son, preneur de son, technicien de prise de son sur plateau, mixeur. Les métiers du montage, monteur, chef monteur, truquiste. Les métiers de l'exploitation, donc installation de structures, gestion de parcs matériels, conception d'équipements, et puis tous les métiers de l'administration, administrateur de production, gestionnaire de production. Très bien. Est-ce qu'on peut faire intervenir brièvement les stagiaires au Velay? Est-ce que vous pouvez nous dire vos noms et les métiers que vous préparez? Est-ce qu'on les a toujours? Oui, nous sommes là. Est-ce que vous nous recevez? Très bien. Continuez, dites-nous, voilà. Dites-nous les métiers que vous visez, s'il vous plaît, en partant peut-être de demoiselle qui est sur notre gauche. Alors, vous êtes qui et vous allez préparer quel métier, mademoiselle? Si c'est bien demoiselle, on voit très flou. Hein. Moi, je fais option montage et donc monteuse. Monteuse. Monteuse, bien sûr, avec tous les moyens numériques maintenant qui sont à la disposition des monteurs et monteuses. Et les deux jeunes gens? Monsieur? Monteur aussi, ouais. Monteur. Et l'autre monsieur? Alors moi, je suis formateur. Vous êtes le formateur, ben, c'est très bien. Ouais. C'est un beau métier aussi, vous en conviendrez. Merci. Donc, je peux vous expliquer, si vous voulez, en 2 mots. On est même dans un module très spécialisé qui s'appelle post-production. Donc ces gens-là apprennent l'intégration d'éléments extérieurs, infographiques, choses comme ça, dans du montage, finaliser un montage. Donc c'est là qu'on a un lien avec les nouvelles technologies et c'est là que la formation évolue le plus avec l'outil informatique. Très bien, donc c'est là qu'on mélange tous les métiers. Quand on fait intervenir de l'infographie dans l'audiovisuel, est-ce que là, on voit le mariage entre le multimédia et l'audiovisuel? Monsieur le formateur, vous pouvez peut-être nous expliquer? Parlez plus près du micro, s'il vous plaît. Oui. Alors, nous, la distinction qu'on fait entre multimédia et audiovisuel, en faisant de l'audiovisuel, nous faisons déjà du multimédia. Nous ne faisons pas d'interactivité pour le moment. Nous sommes un petit peu en amont de ça, c'est-à-dire que nous pouvons préparer beaucoup d'éléments qui seront intégrés dans des CD-ROM pour Internet, mais la finalité, c'est quand même un produit linéaire qui termine sur bande. Et c'est déjà beaucoup de travail parce qu'il y a l'intégration multimédia d'éléments divers, disparates, et c'est déjà tout un métier. Parce que la formation infographique que nous pouvons donner dans le cadre du GRETA au niveau de la formation du montage est orientée spécifiquement pour la vidéo. Il y a des contraintes techniques, des choses à savoir spécialement pour les vidéastes. Il faut avoir un point de vue professionnel, connaître l'ancien et l'existant de la vidéo actuelle analogique pour pouvoir progresser dans les techniques numériques de la vidéo. Très bien, merci beaucoup. Donc, on a bien retenu la leçon. Audiovisuel, c'est un déroulement linéaire. Et bien sûr, pour le multimédia, nous revenons à la notion d'interactivité dans les CD-ROM et sur Internet. Maintenant, est-ce qu'on peut vous demander à nouveau à Bordeaux d'indiquer les besoins? Peut-être on peut avoir le PDG, le DRH plutôt de Callisto pour nous expliquer les besoins de votre société de 200 personnes, je vous le rappelle, une société de jeux vidéo. Oui, nous faisons des jeux vidéo. Ça implique plusieurs métiers. Donc d'abord des programmeurs, avec encore là plusieurs spécificités. Il y a des programmeurs qui vont travailler essentiellement sur les outils, des programmeurs qui vont travailler sur les moteurs de jeu et des programmeurs scripteurs qui vont plus travailler sur l'intelligence artificielle et le comportement du personnage dans le jeu. Ça, c'est la partie programmation. On a évidemment des musiciens qui interviennent pour tout ce qui est son et aussi beaucoup de graphistes essentiellement qui interviennent. Mais là, il y a encore beaucoup de métiers différents.
en partant de l'animateur, qui est un métier bien particulier, il y a aussi le modeleur 3D et ce qu'on peut appeler, nous, le mappeur, qui est un métier typique du jeu vidéo qu'on ne retrouve pas dans les autres, dans le reste du multimédia, c'est-à-dire quelqu'un qui fabrique des niveaux de jeu, qui a encore des compétences particulières. Pour tous ces métiers, on a pas mal de difficultés à trouver des gens hautement qualifiés, parce que d'abord le jeu vidéo n'est pas très très vieux, et il n'y a ensuite pas beaucoup de formation, il n'y a pas d'école de formation jeu vidéo en France. Donc nous, on peut constater que dans notre personnel, on a un tiers d'autodidactes, et à peu près, et 2/3 de personnes qui viennent d'écoles, mais qui sont obligées ensuite de compléter leur formation par de l'auto-formation. Et Callisto leur permet jusqu'à présent de s'auto-former au métier du jeu vidéo, mais il faut bien dire qu'effectivement c'est très lourd aussi pour Callisto. Très bien. Des questions dans la salle à poser à monsieur le PDG de Callisto? Non, il n'y en a pas? Très bien. Donc, un tiers sont des personnes autodidactes, mais de quelle origine? Informaticiens ou plutôt liés à la musique ou à l'image? Non, de toute façon, nous n'avons qu'un musicien dans la société, donc il a un parcours bien particulier. Mais pour parler plutôt des informaticiens et des graphistes, c'est à peu près la même proportion. Hein. C'est-à-dire que c'est au début des jeunes de 12-14 ans qui, dans leur garage, ont commencé avec un Atari et qui se sont formés tout seuls en échangeant, en lisant et en apprenant, disons, les logiciels, et qui sont venus parfaire leur formation à Callisto. Très bien. Et qu'est-ce que vous aimeriez voir mettre en place pour répondre à votre besoin? Dans un monde idéal, il y aurait quoi comme formation? Eh bien, il faudrait, je dirais, presque une formation au métier du jeu vidéo et aux différents métiers du jeu vidéo, aussi bien sur tout ce qui peut être les outils 3D que les outils d'animation, que les outils de dessin 2D aussi, qui sont pas toujours bien appréhendés. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est les techniques liées aux jeux vidéo qu'on ne retrouve pas dans les autres multimédias. Je prends l'exemple de la 3D, par exemple. On parlait de post-prod tout à l'heure. On peut très bien, en post-prod, on trouve des personnages ou des images qui sont faites en millions de facettes ou en milliers de facettes, alors que nous, notre impératif, par exemple... Reculez-vous un petit peu. Si vous pouvez juste prendre un petit peu de recul par rapport... voilà, on a un peu trop de l'arsène là. Merci. Allez-y. Alors que c'est mieux? Oui, parfait. Parfait, c'est très bien. Alors que dans le jeu vidéo, ce qui est impératif, c'est de savoir construire un personnage en 600 ou 800 facettes maximum. Et un décor, c'est pareil, doit comporter 2 à 3 000 facettes maximum. Et ça, ce sont des contraintes et des impératifs qui sont typiques aux jeux vidéo. Très bien, on a une question dans la salle, ici. Oui, non, c'est pas une question, c'est plutôt une petite remarque par rapport à ce que disait la personne précédente. Dans le projet ADAPT, on est amené à travailler justement en partenariat avec d'autres pays de la communauté européenne. Et on a justement un collègue et partenaire dont l'objectif est de mettre en place de structurer un peu et de mettre en place une industrie du jeu vidéo en Belgique, dans les environs en Belgique, vers Assel. Et en fait, le gros problème, c'est que ça fait 1 an qu'il a commencé un petit peu plus à travailler dessus et il ne trouve pas de formateur. Donc, c'est pas si facile de mettre en place. Chaque fois qu'il commence, qu'il a trouvé quelqu'un, la personne reste une semaine, quelques soirs, et puis hop, elle s'en va. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à trouver une personne qui soit capable d'intervenir en formation dans ce domaine. Voilà. Madame Sion de la DAFCO de Lille. Quand vous parlez d'auto-formation, qu'est-ce que vous entendez au juste par auto-formation? Et est-ce que ce n'est pas une formation entre pairs? Et en quoi est-elle lourde pour votre entreprise? Oui, c'est ça, l'auto-formation, c'est souvent une formation entre pairs, ce que nous on appelle aussi du coaching, c'est-à-dire des personnes un peu plus expérimentées qui vont prendre du temps, qui vont, entre guillemets, perdre du temps
pour former les nouveaux arrivants, et parfois même le nouvel arrivant se retrouve seul devant sa machine à essayer de découvrir un outil qu'il ne connaît pas encore très bien, parce que nous avons aussi des impératifs de production, et que dans la mesure du possible, on essaye d'organiser au sein de Callisto l'auto-formation, mais il est vrai que par moment, la personne se retrouve seule devant son écran. Merci. Bonjour, j'aimerais savoir si les autres sociétés qui fabriquent des jeux, vous les avez contactées ou si elles ont les mêmes problèmes. Oui, écoutez, en tout cas pour la France et à ma connaissance l'Angleterre, nous rencontrons tous les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'il y a un gros turnover dans le monde du jeu vidéo, aussi bien pour les programmeurs que pour les graphistes. Évidemment, le graphiste, il n'a que l'embarras du choix, je dirais, pour aller travailler dans une société de jeux vidéo. C'est la seule loi qui régit tout ça, c'est la loi des salaires. Donc il est difficile de garder les gens, et tout le monde a les mêmes problèmes de recrutement et de formation. Merci. Est-ce qu'on peut entendre Madame Super maintenant? La dame qui est avec Monsieur Lumeau. Voilà, alors nous, on a des problèmes également dans les recrutements sur les types de formations, mais essentiellement en matière commerciale, parce qu'encore sur l'infographie, etc., je dirais que ça s'est amélioré par rapport à ce qu'on avait il y a 4 ans. On trouve aujourd'hui des gens qui ont appris un peu cette culture du net, du web, et qui arrivent à mélanger toute leur culture graphique avec toute la part d'interactivité qu'on peut leur demander. Par contre, le gros du problème aujourd'hui est avec les commerciaux, parce que pour bien vendre une technique, encore faut-il la maîtriser. Et lorsqu'on a un commercial qui est bon uniquement sur le plan commercial, nous, on a à faire tout le travail de l'apprentissage des techniques. Même s'il va peu en parler à ses clients, c'est quand même une chose importante qu'il sache comment ça marche. Et c'est là où, entre guillemets, aussi, je dis, on perd du temps. Parce que là-dessus, il n'y a pas à ma connaissance, on n'a pas encore trouvé en France de structure de formation adaptée pour cela. Qu'est-ce qu'il vous faudrait comme structure? Un module de formation à l'intérieur d'un BTS commercial ou quelque chose comme ça? Quelque chose comme ça qui mêle à la fois les structures d'apprentissage des techniques de vente et en même temps savoir comment marchent tous les back-office informatiques qu'on peut mettre derrière, etc. Donc ce sera un mélange vraiment d'une formation très technique informatique et qui reste en même temps très, très commerciale. C'est-à-dire savoir d'une façon simple, accessible à tout le monde, pouvoir retranscrire des choses qui sont quelquefois très compliquées techniquement. À votre avis, est-ce qu'il faut ajouter un module commercial à une formation de base technique? Est-ce qu'il faut faire un petit module d'une centaine d'heures commerciales, mais pour les infographistes? Ou est-ce que c'est le contraire? Il faut spécialiser les commerciaux dans le technico-commercial. De quelle entrée faudrait-il que ce soit? Au vu de notre expérience aujourd'hui, avec un recul de 5 ans, je trouve plus facile d'adapter les commerciaux à tous ces paramètres techniques, parce que quelqu'un qui est un infographiste ou qui est déjà un informaticien à ce niveau-là, il va vite repartir dans sa passion, dans son dada entre guillemets, et il va perdre de vue l'aspect pédagogique et il sera moins facilement compréhensible par un grand public. Très bien, merci. On a un commentaire maintenant de M. Giorsetti du Velay. Oui, je souscris à ce qui a été dit pour l'infographie. Nous avons, comme toutes les années, pris un stand au Satis et tous les distributeurs de matériel audiovisuel sont venus nous demander: nous embauchons des BTS, vente, force de vente, action commerciale, mais donnez-nous un module de formation technique sur les matériels audiovisuels, leur évolution. Et je crois que ce problème du technico-commercial, on le rencontre de façon très pressante dans ces métiers, dans ces matériels qui avancent très vite. C'était tout. Je voudrais intervenir. Allez-y, je vous en prie. Je crois qu'en matière de technico-commerciaux, alors nous avons engagé au sein d'Aquitaine Multimédia des actions auprès des écoles commerciales, que ce soit l'IUT Tech de Co, que ce soit le Sub de Co Bordeaux, qui donne là de très bonnes formations, y compris dans
dans les écoles de BTS commerciaux pour qu'ils incluent effectivement soit un module systématique d'usage des nouvelles technologies de communication et d'information, parce que, par exemple, les élèves de Subdeco ont parfaitement besoin de maîtriser ces techniques car elles feront partie intégrante de leur activité au sein de leurs entreprises. Hein. C'est une technique de communication d'abord, et Dieu sait que les commerciaux doivent travailler là-dessus. Soit dans certaines écoles, un module optionnel qui permettra effectivement aux commerciaux de s'orienter vers une spécialisation pour nos métiers du multimédia, qui effectivement sont beaucoup recruteurs. Toutefois, une des raisons pour lesquelles il nous semble plus important, et je suis bien d'accord avec Marie-Luce Super là-dessus, nous semble plus important de former les commerciaux à la technique que les techniciens au commercial, c'est qu'il existe malheureusement en France une assez mauvaise image du métier de commercial et qu'il est très difficile de convaincre un technicien qui aura toujours une plus haute idée, enfin toujours peut-être pas, mais encore pendant quelques années, une plus haute idée de son métier que celle du métier de commercial. Il n'y a pas de meilleur métier, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, mais cette image reste, et elle reste trop fortement pour qu'on puisse imaginer de transférer beaucoup de techniciens vers le commercial. Alors bien sûr ça se produit, mais pas de façon systématique, et ça serait probablement une erreur de chercher cela. Maintenant, il y a un autre métier. Je regrette que Jacques Perrondet, notre vice-président, ne soit pas encore parmi vous. Si, il est arrivé là. Il est arrivé. Il va vous parler, et il en parlera beaucoup mieux que moi, des besoins de commerciaux dans son type d'entreprise qui a un niveau de technologie multimédia très affiné, très varié, et où ces commerciaux sont d'abord des chefs de projet, des gens qui sont capables d'analyser les besoins des entreprises. Il va vous dire ça, je pense, beaucoup mieux que moi. Donc on donne la parole à Jacques Perrondet, s'il veut bien. Oui, donc est-ce que vous pouvez vous présenter ADO? Oui, donc c'est bon. Donc ADO est une entreprise qui marie deux compétences, une compétence formation. ADO étant l'entreprise de Jacques Perrondet quand il n'est pas vice-président d'Aquitaine Multimédia. Oui, fallait peut-être dire ça. Une implication associative. Donc ADO a une double compétence, une compétence formation et une compétence multimédia. Ça fait un petit peu plus de 10 ans maintenant que nous travaillons sur des dispositifs de formation ouverte et à distance et sur la production de contenu pédagogique multimédia. Nous avons diversifié sur des départements des productions de commerce électronique ou de communication interactive. Donc ce sont essentiellement des produits qui ne sont pas des produits qui se vendent très bon marché comme peut l'être la page internet et pour lesquels nous nécessitons de pratiquer des audits ou des analyses, des études auprès des clients. C'est pour ça que la fonction commerciale est une fonction commerciale de prestation et non pas de produit industriel. Auquel cas nous avons axé notre recrutement sur des profils commerciaux de type Subdeco, qui évolue assez rapidement vers une fonction dans l'audiovisuel qui est chargée de production. C'est-à-dire, en clair, ils ont trois missions. Une mission commerciale, une mission auprès du client de conception du projet et de toutes les interventions avec les partenaires du client dans la mise au point du projet, et une fonction technique dans le sens où ils doivent anticiper au travers de leurs décisions toutes les problématiques techniques et financières qui en découleront. Donc effectivement, c'est un profil que nous avons forgé au fur et à mesure du temps et qui aujourd'hui nous donne entière satisfaction et nous essayons de le prolonger. En rencontrant le problème bien connu chez les scénaristes et les infographistes également, c'est que commercial c'est un talent, que le talent, il n'y a pas beaucoup d'écoles pour ça, et donc il est relativement rare, nous avons des problèmes d'identification des bonnes personnes. Merci. Donc vous êtes sûr qu'il existe des bonnes personnes bien formées, mais il faut les identifier. Donc c'est un problème plus d'information peut-être que de formation. Et de rareté. Et de rareté, parce que ce que précisait le DRH de Callisto est vrai pour tout le monde. À partir du moment où nous travaillons sur des technologies identiques, je prends les jeux vidéo, il parlait des applications 3D temps réel. Le 3D temps réel rentre aujourd'hui dans la formation, nous travaillons dans des environnements simulés ou dans la communication interactive parce qu'on est, justement, le jeu vidéo a induit une culture pour même le business to business qui devient très proche. Nous avons besoin des mêmes technologies, des mêmes formations et tout le monde se chipote un petit peu les mêmes profils.
Donc ça devient rare. Il n'y a pas de génération spontanée de talent. On n'en crée pas comme ça. Je crois qu'il y a toujours le même, au cours des temps, le même niveau. Donc il y a de la technique qui permet d'améliorer des gens qui ont des soupçons de talent, mais les bons sont rares. Merci. D'autres questions dans la salle? Je vais donner la parole à M. Courcial pour parler des formations proposées au Greta du Velay comme étant une réponse aux besoins existants auparavant dans l'audiovisuel, avant de continuer sur l'étude pour voir l'évolution des besoins. M. Courcial. Les formations au Greta du Velay sont actuellement de forme modulaire, c'est-à-dire qu'on propose aux candidats à la formation un ensemble de modules répartis en catégories et répartis dans le temps sur l'année. En faisant une combinaison entre les différents modules et les différentes périodes, on peut construire ainsi des parcours de formation qu'on essaie d'individualiser au maximum, c'est-à-dire qu'on essaie de permettre à chacun de venir récupérer dans la formation ce dont il a besoin. On essaie aussi de proposer un petit peu de souplesse, mais là c'est un petit peu difficile pour l'instant parce que, étant donné qu'on a fait le choix d'une qualification qui est le BTS audiovisuel, le BTS audiovisuel, il y a une session chaque année et puis c'est tout. Donc si nous, on peut proposer plusieurs entrées, dans tous les cas, il y a une seule sortie possible, c'est la sortie à l'époque ou à la période du BTS audiovisuel, ou à quelque chose près. Bon, depuis peu, des contrôles en cours de formation sont en train de se développer et ça nous intéresse beaucoup parce que c'est quelque chose qui va nous permettre à la fois de proposer des qualifications aux gens qui viennent en formation, et de leur proposer également des possibilités, comme disait Louis Giorsetti tout à l'heure, si ce n'est au jour le jour, entrée et sortie permanente, mais au moins d'apporter le plus de souplesse possible dans les périodes d'entrée en formation et les périodes de sortie en formation. En gros, ça veut dire que si une entreprise embauche quelqu'un en contrat de qualification, si le contrat de qualification se signe au mois de décembre, il faudrait que nous, dès le mois de janvier, on puisse accueillir le candidat en formation, ou au moins dans le mois ou les 2 mois qui suivent son embauche pour établir une alternance avec l'entreprise. Et ça veut dire que s'il y a un contrat de qualification sur 2 ans, il faut qu'il puisse avoir passé son évaluation finale au mois de décembre, 2 ans plus tard. Alors, c'est quelque chose sur quoi on est en train de travailler et c'est une possibilité qu'on pense pouvoir développer dans la refonte de nos formations. Alors, on ne va peut-être pas en parler tout de suite parce que... Mais est-ce que vous pouvez nous dire des titres des modules? Les modules sont consacrés à quoi exactement? Alors, actuellement, dans les modules, il y a un ensemble de modules assez important. Je crois que ça doit en représenter 18 en tout, entre des modules de techniciens polyvalents, des modules de spécialisation en images à différents niveaux, spécialisation son à différents niveaux, etc., quand on reprend tous les domaines, des enseignements généraux, des remises à niveau pour des gens qui n'ont pas le niveau de suivre le jour où ils arrivent en formation, une formation de type BTS audiovisuel. Donc, comme ça, on a un ensemble de modules qui permet, en les associant les uns à la suite des autres, de proposer aux gens qui veulent une formation un parcours complet et diplômant. Et pour vous, il est essentiel de maintenir une souplesse, une flexibilité dans le temps et dans la composition de la formation. Oui, alors cette flexibilité et cette individualisation, il faut pouvoir la proposer à plusieurs niveaux. Il faut pouvoir la proposer effectivement dans le temps, parce que quand quelqu'un se trouve disponible à un moment donné pour suivre une formation, c'est bien de pouvoir démarrer la formation pas trop tard après sa période de disponibilité. C'est cette disponibilité dans le temps. Et puis, c'est aussi l'individualisation et, par exemple, des gens qui ont déjà des acquis dans certains domaines, pouvoir en tenir compte et faire qu'ils viendront en formation chez nous simplement pour récupérer des compléments qui leur sont nécessaires. Donc, vous les adaptez au niveau des apprenants qui arrivent. Est-ce que vous adaptez les parcours aux besoins des entreprises de la région ou ailleurs? Alors aujourd'hui, l'adaptation, elle peut se faire simplement en disant aux candidats, ce module-là, il nous semble, après avoir vérifié un petit peu ses acquis, que tu peux t'en passer et puis tu rentres directement en niveau 2, par exemple. Donc
c'est une possibilité d'adaptation, mais c'est par grands paliers. On ne peut pas encore rentrer vraiment dans le détail de cette adaptation. Et c'est ce sur quoi on est en train de plancher, c'est voir comment on peut construire des parcours de formation qui pourraient être à la fois suffisamment individualisés pour que les techniciens qui viennent en formation chez nous suivent les formations qui leur sont nécessaires et pas forcément l'ensemble de toute la totalité du parcours. Et l'adaptation par rapport aux besoins des entreprises? Est-ce que, par exemple, vous pouvez avoir une entreprise comme Callisto qui vous dit, dites donc, on trouve qu'il manque terriblement d'infographistes ou quelque chose comme ça, l'équivalent en audiovisuel, hein, je m'entends. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour l'instant, l'adaptation, elle se fait par rapport aux besoins de l'audiovisuel. Et on va essayer de répondre aussi à cet aspect-là en intégrant les résultats de l'étude qui a été conduite par Jean-Claude Marot, consultant, et qui nous trace un petit peu le profil des nouveaux métiers tels qu'ils vont se présenter dans les, je ne sais pas si on peut dire dans les années à venir, parce que là aussi ça bouge pas mal, quoi. Merci. Je voudrais maintenant poser une question à Bordeaux. Est-ce que vous avez formalisé en quelque sorte cette expression des besoins des entreprises? Est-ce que c'est par exemple quelque chose que le Conseil régional a essayé de faire? Alors nous avons, en matière de besoins des entreprises, bon, le problème a été très clairement exprimé, ne serait-ce que par les sourires, quant à l'adaptation du besoin des entreprises. Parce que, bien évidemment, l'évolution est tellement rapide qu'une étude qui serait faite aujourd'hui ne donnerait guère de résultats que pour l'année qui vient. Et on sait que la mise en place d'une formation, par définition, et là, ça n'est pas ni la faute des organismes de formation, ni des pouvoirs publics, ni de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit, la mise en place d'une formation est extrêmement longue et nécessite obligatoirement de prévoir un avenir que nul ne connaît. Alors, nous avions tenté avec Jacques Perrondet, dans le cadre des dossiers ADAPT, nous avons déposé un dossier qui tendrait déjà à identifier les métiers actuels en mettant en place un observatoire régulier de ces métiers et avec l'ensemble des qualifications qui vont avec. Le problème, un véritable référentiel en fait des métiers du multimédia, c'est un projet qui malheureusement n'a pas été retenu lors de la dernière... lors des derniers votes de budget ADAPT, mais c'est effectivement la première étape qui peut permettre, à mon avis, de définir quels sont les besoins en formation. C'est commencer par savoir quels sont les prérequis et les acquisitions nécessaires pour faire les métiers qui existent. Ceci étant, ça doit être suivi par un observatoire permanent. Il nous est arrivé effectivement de faire des expériences. Par exemple, un centre de formation professionnelle qui avait obtenu de la part du Conseil régional pour une formation sur une queue de budget, avait obtenu les budgets nécessaires à une formation permanente de chef de projet multimédia non définie, en fait, dont le contenu n'était pas défini. On a choisi une solution originale qui a bien fonctionné, mais qui n'est pas répétitible, enfin pas facilement en tout cas, qui consistait à interroger les entreprises pour leurs besoins de personnel formé dans les 6 mois à venir. Ça, une entreprise sait faire ça à peu près, hein, ça c'est pas toujours très facile, mais quand même à 6 mois on arrive à peu près à y voir clair. Et l'organisme de formation, avec l'aide de la NPE, a procédé à un recrutement sur la base des besoins des entreprises. Donc là, on avait les prérequis. Et a adapté une formation spécifique à chacun d'entre eux pour les amener à la compétence nécessaire. Sur 15 stagiaires, 13 ont été embauchés. Et 2 un a disparu dans la nature et 1 a été embauché en cours de formation parce qu'en fait ces prérequis étaient suffisants. Donc là on a eu affaire à un bon résultat, mais je crois que ça c'est un peu exceptionnel. Dans d'autres cas, avec le CESI par exemple, le CESI a eu deux promotions qui sont sorties avec des bons résultats grâce à une forte proximité de nos entreprises qui sont venues
à la fois apporter dans la formation des cours, hein, qui sont intervenus dans les cours eux-mêmes, je crois qu'il nous dira dans quelle proportion, je ne sais pas exactement, et qui sont également intervenus dès le départ dans la définition du programme de formation. Mais là, on a affaire à des entreprises privées qui sont sur la formation permanente, donc qui ont une réactivité extrêmement importante. Sur la formation initiale, c'est extrêmement long, c'est aujourd'hui beaucoup trop long. Nos discours avec le BTS audiovisuel de René Cassin sur l'évolution vers le multimédia des techniciens audiovisuels nous a amené à la conclusion suivante, c'est que si on était aujourd'hui capable de définir le profil exact qu'il faudrait pour ces techniciens, eh bien ils sortiraient après 2 ans d'études, au mieux, avec les autorisations gouvernementales, etc., ils sortiraient au mieux dans 3 ans. Les premiers sortiraient dans 3 ans. Donc là, il y a un problème de temps de réactivité. Je suis ravi d'accueillir Michel Ferriot, conseiller régional, qui nous rejoint, et président de l'INSUP, qui va pouvoir également se présenter, si vous le permettez, puisqu'il vient juste d'arriver. Je lui passe la parole. Donc, avant d'entendre M. Ferriot, je résume. M. Lemot trouve que le temps de réactivité des instances liées à la mise en place des formations est beaucoup trop long, que les formations elles-mêmes sont trop longues et pas assez flexibles. Donc, nous avons dans la salle des représentants du secteur de la formation professionnelle. À vous, messieurs, dames, de relever le défi et de faire en sorte qu'on puisse avancer vers des formations plus modulaires, plus faciles à mettre en place et qui reprennent plus rapidement aux entreprises. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Monsieur avait demandé avant. Oui, bonjour, Dominique Levesque. Au sujet du référentiel des professions du multimédia, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites là-dessus. Personnellement, j'ai moi-même conduit une étude en 1994 sur les qualifications dans les métiers du multimédia dans le cadre du programme Force. Et je veux dire, depuis 1994, déjà à ce moment-là, on remarquait qu'il y avait beaucoup d'organismes de formation qui s'étaient positionnés. Parce qu'en fait, c'est vrai, à cette période-là, le marché des multimédias, c'était quoi? La presse, les études et la formation. Ce n'était pas la production. On le sait bien. Et depuis, que sont-elles devenues? Ont-elles continué à produire des programmes de formation qui sont adaptés? Ça, c'est un autre problème, peut-être. Monsieur Giorgetti? Pardon, excusez-moi d'intervenir encore sur ce problème de l'adaptation des formations aux besoins des entreprises. Tout organisme de formation a à s'interroger, à éviter, ou du moins à tenir compte de 2 grandes obligations, j'appelle moi les 2 ardentes obligations que j'ai eues tout au long de ma carrière professionnelle. Premièrement, c'est vrai, je dois aider à former des personnes pour qu'ils soient le plus rapidement possible opérationnels dans une entreprise et donc tenir compte des besoins des entreprises à court terme ou à moyen terme. Je dois aussi donc tenir compte du niveau de formation des acquis de la personne. Mais en tant qu'éducateur, je dois rappeler que même si nous avons découvert il y a quelques années le besoin de se former tout au long de la vie, cette formation tout au long de la vie, cette formation permanente que j'opposerai presque au mot de formation professionnelle, cette formation permanente de l'individu suppose aussi que les programmes, les référentiels soit vu d'une façon un peu plus haute que l'adaptation à un poste de travail. Et c'est là, je crois, qu'on doit perpétuellement, pas seulement hier, pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain, tout le temps, se pencher. Qu'est-ce que je fais? Quelle formation j'offre? Qu'est-ce qu'il y a comme perspective d'emploi? Mais qu'est-ce qu'il y a aussi pour l'individu? Et ça doit être rassurant pour les individus qui écoutent. Qu'est-ce qu'il y a comme perspective pour l'individu d'évoluer dans sa carrière, dans ses ambitions, dans ses rêves? Ça, si vous voulez, je tiens à insister là-dessus. Je ne voudrais pas qu'on tombe trop dans l'adaptation au poste de travail à 6 mois. Ça ne me plaît pas. Là, je rejoins complètement. Là, en tant qu'industriel, je crois qu'il faut... effectivement, on a des problèmes de formation au poste de travail par rapport à nos charges, etc., des problèmes techniques. On pourra faire la synthèse peut-être tout à l'heure pour lancer un appel par rapport aux professionnels de la formation là-dessus, peut-être engager des suites. Mais... ce qui nous manque cruellement, c'est pas tant de formation, parce que pour l'instant on se débrouille, on y arrive, on fait de l'autodidactie, de l'auto-formation tutorée, on y arrive à faire des choses. Ce qui nous manque, c'est vraiment des gens éduqués.
C'est-à-dire des gens qui arrivent à travailler en équipe, des gens qui ont du potentiel, qu'on va pouvoir faire évoluer par rapport aux technologies. Là, ça change tous les ans pour nous. Quelqu'un qui est formé sur une technologie qu'il a prise quelque part, ben, qu'est-ce qu'on en fait? Soit c'est un Kleenex, soit on peut investir dedans. Et aujourd'hui, vu les salaires, vu la façon dont s'orientent les typologies de production, les méthodologies, nous avons nécessité d'investir dans des gens dans lesquels on va pouvoir avoir une valeur ajoutée pérenne. Et donc je rejoins tout à fait le Greta là-dessus, parce que trop souvent on essaie à des organismes qui ont pour mission d'éducation de les culpabiliser vers des notions d'adaptation au poste de travail, ce qui est archi faux. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Il y a des choses qui sont du domaine des entreprises, avec lesquelles qui peuvent s'opérer en collaboration, qui sont des SAS, des interfaces, et des choses qui sont du domaine de l'éducation. Là, je rejoins parfaitement. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des questions, monsieur? Merci. Oui, bien. Je m'appelle Chris Ludor et je représente une institution qui s'appelle l'AFDAS, que certains des intervenants doivent bien connaître, je pense, puisque nous assurons la gestion de dispositifs de la formation professionnelle dans les métiers de la culture et de la communication. Plus que de poser une question, j'aimerais plutôt vous faire un témoignage. Oui, nous avons quelques difficultés à bien vous entendre. Donc il faudrait que je parle plus fort. Il y a un problème de son. D'accord, voilà. Merci. Donc, je disais oui, mon souci là, dans le cadre, je dirais, de cet échange, c'est plus de vous apporter un témoignage. Puisque nous, je vais me passer un petit peu, placer à l'opposé peut-être des interventions que nous avons eues des uns et des autres, nous considérons que l'offre de formation actuellement, dans le domaine qu'on appelle, appelons-le le domaine interactif ou multimédia, est beaucoup trop abondante. Pourquoi? Notre premier constat, c'est de dire qu'il y a eu un réflexe marketing d'un certain nombre d'opérateurs pédagogiques, parce que ça a été la poule aux œufs d'or. Deuxièmement, nous considérons aussi qu'il y a un certain nombre d'organismes de formation qui se sont appropriés le multimédia parce qu'ils avaient un passé soit dans le domaine de l'informatique, du domaine de l'image et du son, dans le domaine de l'édition, voire dans le domaine des télécommunications, ce qui est en totale contradiction avec, je dirais, le support lui-même, puisque c'est un support qui combine ces différents médias. Donc nous, notre souci, et si je pouvais former un vœu à destination de nos grands experts pédagogiques, que j'apprécie beaucoup, ça serait effectivement qu'on ait une réflexion beaucoup plus constructive dans ce domaine-là, puisque les organismes de formation sont quand même des laboratoires dont l'environnement éducatif a besoin. Les professionnels doivent aussi s'impliquer, parce que je trouve un petit peu regrettable qu'effectivement il y ait des sociétés qui aient de forts besoins, que ces sociétés doivent elles-mêmes assumer leurs besoins, qu'il y ait de l'auto-formation un petit peu, je dirais, informelle, alors qu'à côté, il y a des instituts de formation qui ont déjà des compétences dans certains domaines. Donc pourquoi ne pas former le vœu qu'il y ait effectivement, du fait de la combinaison de ces différents médias, une espèce de combinaison de compétences au niveau des opérateurs pédagogiques pour mieux répondre aux besoins qui se posent dans l'environnement professionnel et qui, quelque part, a aussi, je dirais, des défis. C'est aussi un défi économique, je pense, pour les sociétés françaises, dont les compétences sont très reconnues. Et monsieur de Callisto ne me contredira pas, je pense, là-dessus, dans tout ce qui est le domaine de la créativité et de l'image 3D. Voilà, c'est le témoignage que je voulais vous apporter. Sachez qu'en tout cas, nous, à l'AFDAS, on gère 40 000 stages par an et on a de plus en plus de difficultés à faire le tri dans les projets de formation qui arrivent à l'AFDAS, puisque pour le moment, nous avons le sentiment que c'est plus de la compilation linéaire de séquences pédagogiques que quelque chose qui serait un petit peu plus au regard des besoins qui s'expriment de part et d'autre. Je vous remercie. Merci pour ce témoignage fort intéressant. Est-ce qu'on peut avoir une réaction, par exemple, du Conseil régional de l'Aquitaine pour savoir comment vous essayez de faire répondre les formations aux besoins? Monsieur Ferriot? Bien, oui, bonjour. Bonjour et merci de cette opportunité d'échanger sur ce thème qui intéresse à la fois le Conseil régional parce que c'est l'une de ses compétences essentielles, et puis à titre personnel parce que, impliqué dans le milieu de la formation, j'avoue que c'est aussi un des thèmes qui m'intéresse au premier chef. Alors, le discours un peu dominant du Conseil régional aujourd'hui
qui n'est pas un discours nouveau et révolutionnaire, mais qui semble faire écho à une large part de quelques témoignages que j'ai pu entendre depuis mon arrivée, c'est que je crois qu'aujourd'hui, on a de plus en plus la nécessité de bâtir les programmes de formation, puisque la région est prescripteur pour une très large partie, pas pour tout, mais pour une grande partie, bâtir ces programmes de formation effectivement à partir, non pas de l'offre uniquement, mais de la demande, essayer de coller au plus près du terrain, des besoins des entreprises, des besoins en matière de modernisation, d'adaptation de leur fonctionnement et d'adaptation aux nouvelles technologies, aux besoins par rapport au gisement d'emplois qu'on peut imaginer aujourd'hui, et donc de faire en sorte que les prescripteurs, et le prescripteur qui est la région, puissent établir un cahier des charges, un certain nombre de critères à partir desquels se bâtiront les programmes de formation. C'est vrai qu'on avait un peu l'impression de fonctionner essentiellement à partir des catalogues offerts par les organismes de formation, et donc de bâtir nos programmes uniquement à partir de cela. Je crois que l'intérêt, c'est d'essayer donc d'inverser un peu cette tendance. Ceci étant, ça suppose des moyens, parce que le répertorier, être à l'écoute, adapter en permanence, ça suppose des outils dont nous n'avons pas la disponibilité aujourd'hui. Ça suppose 1 ou 2 ans vraisemblablement de mise en place. C'est donc un objectif fort qui est annoncé, mais qui ne pourra se mettre en place que progressivement. Et en écho à cela, parce que moi je suis aussi issu du monde de la formation, et donc de celui de l'offre pour l'instant, je crois qu'il serait illusoire ou totalement schématique d'imaginer que les seuls prescripteurs, y compris avec leurs outils qui leur permettent de connaître l'état des besoins sur le terrain, seraient en mesure d'établir à eux seuls des programmes et des critères de sélection. Je crois que les organismes de formation, les entreprises du terrain sont capables, les deux, dans leur domaine de compétences, de faire remonter un certain nombre d'offres qui répondent aux critères établis précédemment. C'est-à-dire que les entreprises, aujourd'hui on a de nombreux exemples de collaboration d'un certain nombre d'entreprises avec des organismes de formation, qui soient publics, associatifs ou privés, qui sont capables de présenter et de proposer des modules de formation qui correspondent exactement à la problématique qui a été posée, à savoir qu'il y a des besoins auxquels il faut répondre rapidement. Là, les entreprises sont telles qui font remonter ces besoins de façon très précise. Donc on est sûr, en gros, à la fois des débouchés, des retombées et donc de la bonne direction des stagiaires qui sortiront de ces formations. Et on est sûr aussi que les organismes qui ont bâti ces programmes en accord avec la demande et avec l'entreprise proposent des formations qui soient efficientes, efficaces et qui ont des débouchés à la sortie. Donc, ce n'est pas une vision purement figée qui exclurait le monde de la formation et l'entreprise de la participation, de la réflexion collective à l'ensemble des besoins auxquels il faut répondre. Donc je crois que c'est un maillage des deux, c'était simplement pour faire allusion peut-être à une époque où les outils, parce qu'ils ne sont pas simples à mettre en place, de suivi et de connaissance parfaite d'adaptation des besoins n'existaient pas. Il y a eu l'initiative Argos qui a été, je crois, une initiative tout à fait notable, mais dont on n'a pas vraiment eu des retombées d'une précision absolue et d'une fiabilité absolue. Donc je crois qu'il faut aller totalement dans cette direction. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle à la Villette?
Dans ce cas, on va continuer en demandant à M. Corsial et son équipe de nous expliquer brièvement comment vous avez perçu la nécessité d'introduire les nouvelles technologies, et après on va parler de votre étude. Alors, la nécessité d'introduire les nouvelles technologies, elle s'est absolument imposée. C'était incontournable parce que très rapidement, dès que les systèmes numériques sont apparus dans les métiers de l'audiovisuel, ils se sont répandus comme une traînée de poudre. Je ne sais plus en quelle année le premier système de montage virtuel qui s'appelait